1453 est une date marquante. Alors tout d'abord en France, 1453, c'est la fin de la guerre de 100 ans, mais également c'est la chute de l'Empire romain d'Orient. Cette chute, elle va marquer les esprits, notamment en Occident, en Europe, où Constantinople est un intervalle entre l'Asie et l'Europe, où cette dernière peut commercer, échanger des denrées rares et des épices. Cette étape, qui était représentée par l'Empire byzantin, qui, on peut le dire entre nous, avait une relation qu'on pourrait dire d'ambigu avec l'Occident. Même si ce dernier empire a demandé de l'aide à la papauté d'Occident via le patriarche d'Orient, les relations se sont ternies entre Orient et Occident, ce qui amènera à la 4e croisade avec le pillage de Constantinople par les Occidentaux. Cette chute de Constantinople en 1453 va avoir des conséquences profondes et diversifiées sur l'Europe, influençant la politique, le commerce, la culture et les explorations maritimes. C'est dans cette vidéo qu'on va explorer tous ensemble les multiples dimensions de cet événement historique, mettant en lumière ses impacts variés à travers différentes régions de l'Europe. On découvre ça tout de suite. Constantinople, suite à sa prise par les Ottomans, où le sultan, après avoir ravagé la cité, va finalement décider d'ériger cette dernière comme capitale de l'Empire ottoman, Constantinople devient Istanbul et l'orthodoxie devient l'islam en 1453. Constantinople fait partie du passé. Avec cela, près de 2200 ans d'histoire de Rome, si on démarre à partir de la légende de Romus et de Romulus. De moins 750 à 1453, l'Empire romain va régner en Europe et en Asie sur près de 2 millénaires. L'orthodoxie se perd à Constantinople en 1453 et se fait remplacer par l'islam. Ceci est un onde de choc à travers le monde orthodoxe, et particulièrement en Russie, qui avait longtemps regardé l'Empire byzantin comme le protecteur et le parrain de l'orthodoxie chrétienne. La disparition de cet empire historique a créé un vide spirituel et politique, laissant la Russie dans une position unique pour revendiquer le rôle de successeur de Rome et de Constantinople par ailleurs. Ce processus va donner le concept de la Troisième Rome à la Russie. La Troisième Rome devient une idée centrale dans la légitimation du pouvoir en Russie. Les dirigeants russes adoptent le titre de tsar, hérité de l'Empire byzantin, ce terme faisant référence à César, voulant établir l'empire millénaire sur Rome, et le terme de tsar renverra d'ailleurs au terme de Kaiser en Allemagne. Ce vocabulaire renforce la prétention russe à devenir le protecteur de l'orthodoxie. Cela renforce la légitimité du pouvoir en Russie, reliant la souveraineté politique à une mission spirituelle sacrée. La Russie utilise la Troisième Rome comme un instrument de puissance géopolitique. En prétendant être le successeur de l'Empire byzantin, elle se positionne comme un acteur clé dans la protection et la diffusion de l'orthodoxie chrétienne, ce qui influence ses relations avec d'autres États orthodoxes, mais aussi avec les puissances occidentales, renforçant son rôle en tant que défenseur de la chrétienté orientale. Un rôle majeur pour la Russie. Ce rôle de protection est utilisé face aux menaces extérieures. Ce sentiment va persister à travers les siècles, jouant un rôle crucial dans la formation de la conscience nationale russe et influençant la politique intérieure et étrangère. Également, artistes et écrivains, ainsi qu'intellectuels vont puiser dans ce mythe pour créer une identité culturelle distinctive au fil des siècles, fusionnant les éléments byzantins avec les traditions russes, ce qui va laisser une empreinte durable sur l'art et l'architecture, mais pas qu'en Russie. Également, cette chute va influencer une fuite des lettrés. Si ma vidéo sur la fuite des cerveaux vous a satisfait, dites-vous que cette fuite ne date pas d'hier. La chute de Constantinople provoque un exode massif d'érudits hellénophones, notamment des intellectuels, des artistes, des philosophes et des scientifiques, qui vont fuir la ville en quête de refuge en Occident. Cette migration est un catalyseur crucial pour la renaissance culturelle en Europe et plus particulièrement en Italie. L'arrivée de ces lettrés va apporter un riche héritage de connaissances
de textes anciens, d'idées philosophiques et d'œuvres artistiques qui vont profondément influencer le développement intellectuel de l'Europe. Ces érudits byzantins, imprégnés de la tradition classique grecque, vont jouer un rôle fondamental dans la transmission des idées et du savoir qui, pour certains, le théorisent, va révolutionner la conception ouest-occidentale européenne, l'amenant ainsi sur les traces de la Renaissance. Et oui, cette fuite des cerveaux aurait influencé grandement l'Italie, qui elle-même aurait influencé les puissances limitrophes, développant ainsi l'idéologie, l'architecture, l'art, la création, l'ingénierie. Tout ceci viendrait de cette chute qui formerait une renaissance en Occident. Sur le plan philosophique, la redécouverte des œuvres de penseurs grecs classiques stimule un renouveau des idées, encourageant le questionnement et la recherche de nouvelles approches de compréhension du monde. Les concepts de la philosophie grecque antique vont être réinterprétés et incorporés dans le courant de pensée de la Renaissance, contribuant ainsi à la formation de la nouvelle perspective philosophique, ainsi que du développement des philosophes occidentaux européens. Les artistes de la Renaissance vont également être influencés par cette rencontre avec la culture byzantine. Les motifs, les techniques artistiques, les idées esthétiques vont être intégrés dans les œuvres des peintres et des sculpteurs de l'époque. L'impact de cette fusion artistique est particulièrement visible dans les œuvres de la Renaissance italienne, où l'on peut discerner des éléments stylistiques et thématiques empruntés de la tradition byzantine. De l'autre côté, au fond de l'Orient, se prépare une puissance émergente qui est prête à envahir le monde. Elle-même, suite à sa victoire face à l'Empire byzantin, cherchant à se caractériser sous le nom glorieux de Rome. Cette puissance, qui a envahi Constantinople et qui ne cherche pas à s'arrêter là, c'est l'Empire ottoman. Cet empire qui a détruit l'Empire byzantin, à force d'acharnement et de guerres répétées, va voir une vision dans cet empire qui s'effondre. L'empire s'effondre, l'Empire ottoman prend sa place, c'est à elle de représenter Rome, et elle souhaite le faire sur toute la Méditerranée. Le fait que Constantinople devienne la capitale de l'Empire ottoman en 1453 est un tournant majeur dans l'histoire de la région, inaugurant une nouvelle ère caractérisée par la montée en puissance de l'Empire ottoman et des changements socio-économiques. La majeure partie de son économie est tournée vers l'esclavage. L'Empire ottoman, prenant la place de l'Empire byzantin, cherche à jouer un rôle central dans les affaires régionales et mondiales. L'Empire ottoman dirigé par les sultans élargit ses frontières, englobant des territoires stratégiques et diversifiés sur 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. La force de cet empire est caractérisée par une administration efficace, une armée puissante, une politique expansionniste. Cette expansion territoriale va avoir des conséquences profondes sur la région, redéfinissant les équilibres géopolitiques et introduisant une nouvelle ère dynamique dans les relations internationales. Un aspect crucial de sa transformation est l'institution de l'esclavage de masse. La captivité de guerre, le commerce d'esclaves et d'autres pratiques vont contribuer à l'accumulation d'une population servile significative au sein de l'Empire. Ces esclaves sont employés dans divers secteurs tels que l'agriculture, l'industrie et les services domestiques, façonnant l'économie ottomane. Sur le plan religieux, on retrouve au sein de l'Empire ottoman des chrétiens, des musulmans, des juifs, mais la coexistence de ces religions était sous tension, amenant à des conflits religieux. Cet empire va forcer les puissances européennes à la craindre. Cet empire s'étendant sur la Méditerranée, cherchant à remonter les Balkans jusqu'à la route de Vienne. Et c'est là que les choses se gâtent pour les Européens. Regardez un peu cette carte. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette carte ? Bon, je me permets de répondre à votre place. Les Ottomans détiennent toute la partie sud et est de la Méditerranée. Les Européens sont bloqués sur leur archipel et toute tentative de commerce est vouée à l'échec avec les Ottomans. Ce commerce qui, par ailleurs, enrichit les royaumes européens en quête de commerce perpétuel avec l'Asie profonde. Que va-t-il donc se passer dès lors ? Est-ce la fin, une nouvelle fois de plus, de l'Europe ? On a les bases, à savoir que l'Empire ottoman
bloquent les routes commerciales terrestres traditionnelles qui reliaient l'Europe à l'Asie. Alors, vous connaissez, je ne vais pas vous refaire les détails, les routes commerciales de la soie, avec Marco Polo, étaient les routes pratiquées par les Européens. Ce blocage a un impact significatif sur le commerce européen, en particulier dans l'accès aux marchandises précieuses de l'Orient, telles que les épices, les soieries, les pierres précieuses. En réponse à cette entrave, les Européens vont être contraints de chercher des alternatives, ce qui va conduire à des expéditions maritimes audacieuses et à la découverte de nouvelles routes commerciales. Comprenez-le bien, il était nécessaire de contourner l'Empire pour atteindre les riches marchés de l'Asie afin de récupérer les denrées rares, ce qui va motiver les premiers explorateurs comme Vasco de Gama, Christophe Colomb, Ferdinand Magellan et encore d'autres qui vont entreprendre des voyages ambitieux pour découvrir des itinéraires maritimes vers l'Est. Ces explorations vont ouvrir de nouvelles voies commerciales et religieuses, marquant ainsi le début des grandes découvertes et le début de l'expansion du continent européen vers les terres inconnues. Les navigateurs portugais contournent l'Afrique pour atteindre les marchés asiatiques. Ils établissent des routes maritimes. Et également pour les Espagnols, Christophe Colomb entreprend son voyage dans l'espoir d'atteindre l'Asie en naviguant vers l'ouest. Même s'il a atteint les Amériques plutôt que l'Asie, ça ouvre une nouvelle ère d'échange transatlantique et ça élargit les horizons commerciaux. Également, des missionnaires sont envoyés vers les terres nouvelles à but de christianisation des territoires. Ces routes commerciales et maritimes ont un impact sur l'économie européenne. Elles ont non seulement permis aux Européens d'accéder aux marchandises asiatiques directement, mais elles ouvrent également de nouveaux marchés. Elles favorisent le commerce international et contribuent à l'essor des comptoirs commerciaux le long de ces routes, participant ainsi à la création d'un réseau commercial mondial. C'est le début de la mondialisation. En fin de compte, le blocage des routes commerciales terrestres par l'Empire ottoman force les Européens à chercher des alternatives, catalysant ainsi l'âge des grandes découvertes et transformant radicalement le paysage commercial mondial. Cette nouvelle compréhension du monde va influencer la théologie en Europe, l'évangélisation des nouvelles terres, que ce soit les terres africaines, d'ailleurs fortement influencées par l'islam, et les terres américaines, vont également établir un renouveau de la religion chrétienne. La papauté va mettre en avant des représentants pour qui le travail sera de partir en mer, de partir évangéliser et christianiser les nouvelles terres nouvellement acquises. En somme, 1453, cette date clé, est un point de rupture significatif dans l'histoire européenne. Ce moment charnière va donner naissance à des transformations profondes et influencer la trajectoire de l'Europe pendant des siècles. Le renouveau culturel, les découvertes maritimes, les changements géopolitiques et surtout religieux sont autant d'éléments qui vont sculpter l'identité européenne et vont jeter les bases de l'ère moderne que vous connaissez tous. Si vous avez aimé cette vidéo au format plus long, pensez bien sûr à liker, pensez à partager, je ne suis pas beaucoup reconnu au niveau de YouTube. Pensez à me laisser un petit don et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de haute qualité. Salut!